Pour la seconde fois en une demi-heure, le rat était sorti affolé de dessous la porte de la cuisine, avait traversé en bolide la salle à manger pour venir tourner autour de la table du salon, avant de repartir d'où il était venu, avec la même précipitation. Ce n'était pas un rat ordinaire, il avait presque la grosseur d'un chat de taille moyenne, et son pelage gris foncé avait un lustre trahissant une alimentation saine et régulière. Je me sentais un peu comme le locataire venu bouleverser les petites habitudes de la maison dans laquelle j'avais aménagé le matin même. Les araignées étaient déjà descendues à plusieurs reprises des coins sombres du plafond où elles somnolaient, pour venir contempler de plus près l'intrus qui osait troubler leur quiétude. À présent, c'était un rat qui se livrait à sa petite course digestive, sans se préoccuper apparemment de ma présence en ces lieux. J'étais entré dans cette immense baraque aux recoins obscurs, plein de mystères et de menaces, presque à mon corps défendant. C'est à l'improviste que j'étais arrivé dans cette petite localité de brousse qui devait me servir de poste d'attache et d'où j'aurais à prospecter la région dans un rayon de 100 kilomètres. Je n'avais pas trouvé immédiatement l'habitation et le bureau qui m'étaient destinés. L'administration locale avait pourtant été avisée de mon arrivée probable, avec plusieurs semaines d'avance. Mais dans ces petits postes perdus en forêt, l'existence privée de la trépidante surexcitation des grandes agglomérations urbaines s'écoule avec tellement de tranquille indifférence qu'elle fait perdre de vue les consternantes préoccupations de la vie moderne. Quand il sera là, on avisera, avaient dû se dire les responsables locaux. Rien n'ayant été préparé pour m'accueillir, mon arrivée fut le coup de pied dans la fourmilière qui secoua les 5 ou 6 familles européennes de ce centre administratif et commercial. Étant considéré comme une huile dans ce milieu de petits fonctionnaires, je fus la cause de grandes décisions. Un agent sanitaire, sa femme et leurs 2 enfants furent expédiés précipitamment à 3 kilomètres de là, dans un gîte d'étape minuscule et insalubre, pour me laisser la place. Je fis valoir que j'étais célibataire et que mes recherches ethnologiques me tiendraient très souvent éloigné de ma résidence, camp de base de mes expéditions. Il me semblait par conséquent illogique de déloger ces braves gens en ma faveur et m'obliger à occuper une villa comptant 3 chambres à coucher. Le responsable de l'administration locale fut intraitable. J'avais un statut de fonctionnaire et devais à ce titre occuper une habitation correspondant à mon grade. Toute autre considération, qu'elle fût d'ordre social ou humain, le laissait de marbre. C'était une mise en demeure nette et catégorique, à prendre et à ne pas laisser. Comme l'occupant de la villa acceptait sans discuter cette décision arbitraire du chef de poste, j'aurais eu mauvaise grâce d'insister davantage en m'insurgeant contre une mesure que j'estimais stupide, mais qui m'était favorable. J'avais donc pris possession de cette caserne et m'affairais depuis le matin à ouvrir mes malles, caisses et colis divers pour en transférer le contenu dans les armoires du bureau et d'une des chambres. Ce travail se poursuivant après la tombée de la nuit, j'avais allumé 2 grosses lampes à pression, dont le sifflement régulier meublait quelque peu ma solitude. C'est à ce moment que j'avais reçu la visite des araignées et du rat. Or, s'il est de ces animaux que je trouve répugnants, c'est bien ceux-là. Ils me semblent réunir en eux les attributs les plus malsains et repoussants de la gente animale tout entière, m'étant toujours tenu à l'écart de ces bestioles immondes en Europe.
J'avais longtemps hésité avant de partir pour l'Afrique, uniquement retenu par la crainte de vivre au milieu d'une faune peu attirante, pour laquelle je n'éprouvais aucune espèce de sympathie. Les serpents, entre autres, me paraissaient les plus terrifiants. Vous me direz que j'aurais dû, en ma qualité d'ethnologue, chargé de missions parmi des populations arriérées, me montrer plus aguerri à ce genre de fréquentation. Je vous répondrai que mes enquêtes sociologiques n'avaient rien de commun avec ces animaux, mes recherches portant sur les gens et non pas sur les bêtes. Bref, on peut aisément s'imaginer combien l'irruption du rat avait contrarié mon travail. Je n'irai pas jusqu'à affirmer que j'étais glacé de terreur depuis l'apparition de ce méchant rongeur, mais tout de même, je ne me sentais pas les dispositions voulues pour m'opposer farouchement à ces évolutions. Lors de la 3e sortie du rat, je fis taire ce sentiment stupide de crainte vis-à-vis d'un vulgaire paquet de poils ne faisant pas plus de 300 grammes. Je suivis prudemment le visiteur jusqu'à la porte de la cuisine sous laquelle il disparut, vu qu'il existait entre la partie inférieure du ventail et le sol, un espace de 2 centimètres au moins. N'écoutant que mon courage, je poussai brusquement le battant et avançai mon bras armé de la lampe à pétrole. D'abord ébloui par l'éclat de la lumière dont la source me tombait en plein dans les yeux, je ne vis rien. Puis, après que je me fusse accoutumé à l'éclairage brutal, je distinguai nettement, enroulé autour du pied de la table, un serpent. Mais était-ce bien un serpent ? Cette créature diabolique, dont les larges anneaux noirs et luisants se détachaient lentement du meuble, pendant que l'affreuse tête plate, au cou gonflé de venin, suivait avec fureur la course désordonnée du rat autour de la pièce. Apparemment, cet être de cauchemar ne semblait pas s'être aperçu de mon intrusion, trop préoccupé à hypnotiser sa proie, qui donnait des signes d'épuisement. Le cœur au bord des lèvres et les intestins en révolution, je refermai doucement la porte et battis en retraite vers le salon. J'allais me poser sur une pile de malles non encore défaites, position extrêmement inconfortable, mais qui me donnait l'illusion de la sécurité, hors d'atteinte du monstre. Je restais ainsi parfaitement immobile sur mon piédestal pendant de longues minutes, m'attendant à tout moment à voir surgir de dessous la porte une tête triangulaire aux yeux vicieux, tendant vers moi sa gueule, aux épouvantables crocs, porteurs de mort lente. Les minutes passèrent, lourdes et menaçantes. Aucune réaction derrière la porte. Je restais jambes coupées et souffle court sur mon échafaudage branlant qui menaçait de s'écrouler chaque fois que je perdais le contrôle du tremblement convulsif qui m'électrocutait les membres. Un gros quart d'heure passa. Comme mes lampes commençaient à faiblir, je dus me résoudre à descendre de mon refuge pour aller redonner de la pression au pétrole dont le niveau risquait lui aussi de baisser si je n'y prenais garde. L'opération menée avec succès, je regagnai mon perchoir et me remis à attendre à la longue, comme aucune manifestation hostile ne semblait venir de la cuisine. Le rat n'ayant pas reparu, je me dis que j'étais complètement stupide. Ce devait être assurément un spectacle assez inhabituel, voire réjouissant, que d'assister aux acrobaties d'un personnage de ma condition. Jouant est l'alpiniste pris de vertige, au sommet d'une petite montagne de valises et de malles. Si quelqu'un était entré à un improviste, me trouvant dans cette position précaire, il aurait pu me demander avec raison si un tel comportement convenait à un homme de 29 ans. Je redescendis une nouvelle fois sur le sol, les regards toujours braqués vers la porte fatale. Tout était calme.
Je tournai alors la tête en tous sens pour découvrir un objet qui put me servir d'arme et me protéger d'une éventuelle attaque de la bête. Le coffre contenant mon fusil de chasse n'avait malheureusement pas encore été ouvert, devant se trouver quelque part dans l'énormité de bagages. Mes yeux accrochèrent au hasard un objet métallique scintillant sur le mur sous les feux de la lampe. C'était une lance, une magnifique arme de jet dont le fer effilé devait faire dans les 25 centimètres. Le manche solide de la lance atteignait près de 2 mètres. L'ancien locataire, dans la précipitation d'un déménagement hâtif que je bénissais aujourd'hui, avait oublié ce trophée ornemental qui devint dans ma main l'épée de feu avec laquelle Saint-Michel avait terrassé le dragon. Je n'en étais pourtant pas encore à ce stade. Mon assurance avait bien remonté de plusieurs crans, mais pas encore à un niveau qui me permit des exploits herculéens pour lesquels mes antécédents ne m'avaient pas suffisamment préparé. Après un nouveau temps de réflexion, je pris la résolution de m'approcher de la porte, en espérant que le rat et le serpent eussent spontanément pris la fuite. Après une application rapide mais fervente de la méthode Coué, je n'ai pas peur, je me décidai à pousser la porte du bout de ma lance. Le spectacle abominable qui me tomba sous les yeux faillit me faire perdre une nouvelle fois le contrôle de mes nerfs. Le serpent était toujours là, de même que le rat dont on ne voyait plus que le bout de la queue. La lutte avait dû être acharnée, car le serpent semblait épuisé. Le rat s'était débattu tant bien que mal, résistant de toutes ses forces aux entreprises de son adversaire. Le long filet de bave gluante et de sang maculait encore le sol, là où le combat s'était livré. À la fin, le reptile, grâce à son venin, était venu à bout du rat qu'il avait attrapé, tête la première, dans son épouvantable gueule. Pour le moment, il s'employait à digérer sa victime. Tout le corps avait déjà disparu et le serpent avait l'air de siroter la queue qui frétillait encore faiblement. Au cours de mes trop longues études, j'avais lu quelque part qu'un boa digérant sa proie tombait le plus facilement du monde sous le coup de ses assaillants, se trouvant pratiquement paralysé pendant toute la phase de digestion. Je n'avais pas affaire pour l'heure à un boa, mais il ne me paraissait pas déraisonnable de croire que les réactions physiologiques de mon serpent ne différaient pas de celles du géant de l'espèce. Je revins donc, après de nouvelles hésitations, vers la cuisine, dont la porte restée grande ouverte me permettait de ne rien perdre du drame écœurant qui s'y déroulait. Après avoir déposé ma lampe sur le sol, j'empoignai la lampe de mon arme à 2 mains et, la levant très haut au-dessus des corps emmêlés du rat et de son tortionnaire, la laissai retomber avec un « han » de bûcheron. Sans m'inquiéter du résultat de mon acte, je tournai les talons et fonçai vers la pyramide de bagages qui représentait pour moi la protection ultime devant un retour offensif possible du monstre. Je dus, dans ma hâte, mal calculer mon élan, car j'avais à peine atteint le sommet de l'édifice que je dégringolais de l'autre côté, entraînant après moi une avalanche de valises et de paquets. Je me retrouvais tout meurtri, coincé entre un fauteuil et une caisse, dont les arêtes aiguës s'enfonçaient dans mes côtes, m'empêchant presque de respirer. Je réussis avec beaucoup de peine à me tirer de cette situation ridicule et retournai voir dans la cuisine ce qu'était devenu mon adversaire. L'arme, guidée par le hasard plus que par la sûreté de mon coup d'œil ou la fermeté de mon bras, avait touché au bon endroit. La lance que j'avais maniée comme un coupe-coupe avait pratiquement détaché la tête du reptile, tranchant en deux le corps du rat engagé dans le tube digestif.
Le long corps visqueux se tordait lentement sur le sol, fouettant par instant le pied de la table toute proche, dans ses derniers sursauts d'agonie. La rage me prit. J'attrapai la lance et me remis à taper sur le serpent, taper, jusqu'à ce que l'instrument de mort me tombât des mains. D'eux ne restait plus grande chose, du dangereux reptile que j'avais littéralement tronçonné et dont la tête n'était plus qu'une bouillie sanguinolente, mélangée à une autre pâte sanglante, triste reste de mon rat. C'est ainsi que d'un seul coup de lancer bien placé, je tuai mon premier serpent. Et vous avez pu, sans trembler, venir à bout de cette horrible bête. Vous savez, mon cher, en Afrique, dans ma profession, on doit être prêt à toute éventualité. Je ne vous dirai pas que j'ai eu peur. Je n'en ai pas eu le temps. J'ai été placé subitement devant un danger mortel. Mon instinct a fait le reste. En une fraction de seconde, j'ai attrapé la première arme, se trouvant à portée de ma main, et le serpent touché mortellement se tortillait sur le sol. Ah, on a beau dire, la nature humaine a de ces ressources insoupçonnées.